Aujourd'hui, il y a vraiment une sorte d'avalanche d'enquêtes pour justement essayer de cadrer cette activité de lecture numérique, et en particulier de lecture de livres numériques, parce que l'inquiétude est forte. Et donc, tous les ans, par exemple, à l'occasion du Salon du Livre, nous avons droit à l'enquête Ipsos-CNL, qui est le baromètre de la lecture numérique pour le Centre national du livre, mais également à l'enquête réalisée par OpinionWay pour la SOFIA, la Société des gens de lettres, et qui est le troisième partenaire, le SNE, le syndicat national de l'édition. On a des baromètres annuels, ce qui, honnêtement, en sociologie, est un peu ridicule, puisqu'il faut laisser aussi parfois le temps aux pratiques de s'installer un petit peu, plutôt que d'utiliser autant d'argent public pour mesurer parfois des écarts qui sont relativement faibles. Bon, cela dit, là, on voit quand même qu'en matière de lecture de livres numériques, là, il ne s'agit pas de lecture numérique, mais bien de lecture de livres numériques, c'est-à-dire d'un objet qui serait un livre numérique. C'était 5% des personnes âgées de 15 ans et plus au cours du premier baromètre en 2010. C'est 19% des personnes âgées de 15 ans et plus en 2015. Donc une évolution, même pour le cas français, qui est quand même relativement forte. Mais 1% seulement de lecteurs exclusifs de livres numériques sous forme numérique. Ça veut dire que la règle aujourd'hui, c'est plutôt le mélange imprimé et numérique, plutôt que la lecture exclusive sous forme numérique. Les résultats sont cohérents avec l'enquête OpinionWay que je n'ai pas fait figurer ici. J'ajoute une petite chose, c'est que, et ça c'est très visible justement dans l'enquête OpinionWay, le smartphone devient un support de lecture numérique important, et même en France, et aussi pour des livres numériques. Ce à quoi les spécialistes ne s'attendaient pas, les éditeurs en particulier, en France en tout cas. Bon, au Japon, je vous rappelle qu'un manga sur 2 est lu sur un smartphone, ce qui est, pour un marché considérable comme celui du marché japonais, ça mérite d'être signalé. Mais en France, ces pratiques de lecture sur smartphone se développent, et notamment chez les 15-24 ans, bien évidemment. Voilà, donc cette question du support va avoir des incidences sur les choses lues et sur les images aussi et les représentations du livre, bien évidemment. Un petit point sur une enquête qui vient à terme et dont les résultats ne sont pas encore publiés, ce qui est une enquête qui portait sur des profils d'individus qui étaient assez investis dans des pratiques de lecture numérique et déjà expérimentés, puisque pour certains d'entre eux, ils ont déjà parfois 10 à 15 ans d'expérience en matière de lecture numérique. Pas nécessairement sur liseuse ou sur tablette, mais sur ordinateur, notamment en lisant des informations sur Internet. Et je prends ce petit exemple de la presse en ligne parce qu'il me paraît tout à fait significatif. L'enquête est réalisée à partir d'entretiens semi-directifs très approfondis, très ouverts. Et les personnes qui donc lisent régulièrement la presse sur Internet, ou qui lisent des brèves ou des informations sur Internet en ligne, déclarent donc maintenant avoir cette pratique en permanence, avec des gens qui disent « mais je suis parfois au travail et hop, je bascule sur le site du Monde, de Libération ou du Figaro pour voir si les choses n'ont pas un petit peu bougé. Je suis en réunion avec mon smartphone, hop, je décroche et je lis la presse. » Bref, pratique de lecture nomade, mais permanente aussi. Encore une fois, cette idée aussi qui est assez justifiée, qu'il n'y a plus de temps mort. Le temps mort, c'est devenu au contraire quelque chose de très négatif. Dès qu'on a un temps mort, qu'est-ce qu'on fait? On sort son portable, on consulte ses réseaux, on consulte ses mails, on consulte ses messages, mais on peut aussi lire et consulter la presse. Et ça a évidemment des conséquences assez fortes sur les comportements de lecture de presse, dans la mesure où on a la possibilité aussi d'avoir une lecture plurisource, et de comparer aussi parfois les dépêches, les contenus, les analyses. Donc une lecture qui peut devenir aussi une lecture critique, avec des lecteurs qui du coup se font eux-mêmes leur propre revue de presse.
Autrefois, ça vous était proposé par des organes officiels, institutionnels, par des journaux aussi qui avaient cette fonction. C'était proposé par la radio, par la télévision avec des experts. Aujourd'hui, le lecteur est son propre expert dans le choix de ces informations qu'il va mixer et qu'il va mettre en regard les unes avec les autres. Et ça développe effectivement en plus aussi des comportements la fidélité à un titre recule considérablement. C'est assez intéressant, puisque du coup, moi quand j'étais jeune, on s'abonnait à tel journal, à tel organe de presse, et d'ailleurs politiquement c'était très sensé aussi, c'était très cohérent. On s'affichait dans l'espace social avec son journal. Aujourd'hui, en revanche, on a des lecteurs en ligne qui sont assez décomplexés sur cette question et qui vont vous dire: écoutez, moi je suis plutôt à gauche, je vais plutôt sur le site de Libération ou du réseau je ne sais trop quoi, mais je lis aussi le Figaro pour justement consulter le discours de l'ennemi, et je me suis rendu compte que le site du Figaro était actualisé beaucoup mieux que celui du Monde ou celui de Libération. Et ça, on peut en témoigner dans un entretien. On ne s'affichera pas avec le Figaro sous le bras, mais il y a une forme, effectivement, comment dire, on prend ses distances par rapport à des cadres et des formes d'institutions qui étaient un peu plus traditionnelles. Ce qui m'amène, effectivement, à parler, moi, de forme de désinstitutionnalisation de la lecture à mesure qu'on s'engage dans ces activités en ligne. Autre point que je voulais faire sur les pratiques de lecture numérique, pas nécessairement du livre numérique, mais des lectures sur Internet, des lectures du web, et notamment des lectures qui permettent d'utiliser la lecture hypertextuelle, donc qui permettent d'activer des hyperliens pour aller sur d'autres textes, pour aller sur des définitions, pour aller sur des images. Donc c'est vraiment ces formes de lecture un peu réticulaires en ligne. Et je rappelle là l'enquête réalisée par Alexandra Samer. Cet article, vous pourrez le retrouver donc dans le bulletin des bibliothèques de France en ligne. Elle a fait justement des enquêtes auprès de ses étudiants. Elle est prof en infocom à l'université. Et elle les confrontait à des corpus d'articles de presse numérisés, issus de la presse quotidienne généraliste. Des articles d'information, des articles politiques. Elle leur montrait qu'effectivement, dans un article de presse en ligne, vous avez des hyperliens que vous pouvez activer. Vous allez cliquer sur l'hyperlien et aller vers quelque chose. Avant de les inciter à cliquer sur ces hyperliens, elle les interrogeait sur leur représentation de ce sur quoi ils allaient tomber. Et à chaque fois, elle avait ce même discours assez massif chez ses étudiants qui disait « je vais avoir plus d'informations ». Je vais avoir une mise en contexte, je vais avoir une illustration, je vais avoir un guide qui va me permettre d'affiner ma lecture et de l'approfondir. Et en fait, on se rend compte quand on active ces hyperliens, faites le test vous-même, que ça n'est pas toujours le cas. Au contraire, on tombe même parfois sur des extraits de texte qui contredisent la lecture qu'on vient de faire, ou qui parfois n'ont aucun rapport, ou qui n'ont aucune stabilité, aucune valeur en termes de valeur ajoutée justement de l'information. Et donc ces étudiants étaient particulièrement déstabilisés parce qu'ils se rendaient compte justement que ça venait contrarier leur lecture et qu'ils n'avaient pas anticipé ce problème. Et donc elle parle de présomption d'information et elle montre très bien dans son article qui sont sans doute digital natives, ils sont sans doute très familiers du numérique, très à l'aise, mais pas pour autant compétents, pas pour autant experts. Et donc elle fait la distinction, et ça me paraît très, très juste, entre des jeunes qui sont numériquement insérés, ils sont numériquement insérés, ils sont même, on voit bien que ça les prolonge avec les ordinateurs portables ou avec les smartphones, mais ce ne sont pas des lettrés du numérique. Et je reviens donc sur cette notion de littératie numérique.